C'est LCI et vous, merci de nous rejoindre sur ce plateau. On va parler de l'affaire Fillon. Deuxième semaine donc, comme c'était à prévoir, le Canard enchaîné a sorti un nouvel épisode de l'affaire. Des soupçons de détournement plus importants que prévu. Tout cela à moins de 3 mois, on le rappelle, de la présidentielle. Pour la droite, c'est donc le cataclysme. On va essayer de comprendre ensemble si le candidat peut tenir, quels plans B sont d'ores et déjà envisagés. On sera en direct également dans quelques minutes, dans une vingtaine de minutes, avec l'un des journalistes du Canard qui enquête sur cette affaire. On parle de tout cela avec Manon Laporte. Bonjour à vous. Bonjour. Conseillère régionale Les Républicains d'Île-de-France. Vous êtes secrétaire nationale des Républicains et vous êtes par ailleurs avocate. Denis de Montpion, bonjour. Bonjour. Journaliste, rédacteur en chef à l'Obs. Et puis Adrien Gindre pour le service France de LCI. Une réunion au QG de François Fillon a lieu. On va y rejoindre Julien Arnaud qui est sur place. Alors Julien, cette réunion, on nous la vend comme étant une réunion hebdomadaire, mais on va se parler franchement, c'est bel et bien une réunion de crise. Ouais, une réunion de crise ici, même si c'est vrai que tous les mercredis, des élus se retrouvent ici dans le QG de campagne, dans le 15e arrondissement de Paris. Mais les retrouvailles de ce mercredi auront une tonalité, on va dire, très particulière. François Fillon s'exprimera devant les parlementaires, attendus aux alentours de 11h30. Le candidat qui est arrivé il y a quelques minutes, il avait quitté son domicile du 7e arrondissement pour venir directement ici à son QG de campagne. François Fillon qui a lancé sa contre-offensive, sa contre-attaque dès hier soir, vous l'avez entendu. Et ici, eh bien, au QG, eh bien, ça s'organise. Vous le apercevez peut-être derrière moi, on nous a installé derrière des cordons pour laisser passer les parlementaires. Et puis, on a vu certains membres de l'équipe déjà arriver. Bruno Le Maire, Hervé Guémard, une des conseillères en communication de François Fillon. Et puis, tous ceux qui sont dans ce QG, je peux vous dire que ce n'était pas la mine des grands jours. Surtout qu'en ce moment, il y a cette petite musique, ce petit refrain qui est entonné, à savoir un plan B ou voire des plans B, Laurent Wauquiez, François Baroin, Xavier Bertrand ou pourquoi pas même Alain Juppé, même si on le sait, le principal intéressé lui a évacué cette solution. Et pour votre information, les juppéistes devaient se réunir ce soir, mais le dîner a été reporté pour, nous dit-on, éviter tout soupçon de manigance. Merci beaucoup Julien Arnaud depuis le QG de François Fillon. Alors on va revenir sur tous les éléments que vous nous donniez dans une petite seconde. D'abord Adrien Gindre, cette réunion de crise donc, quel est l'objectif premier? C'est de rassurer les parlementaires? C'est de donner des éléments de langage? C'est de montrer qu'il est là et debout, droit dans ses bottes? C'est d'enfin adresser un message à sa famille politique. Car ce qui nous frappe tous ces derniers jours, c'est à quel point les parlementaires des Républicains, pour la plupart, sont désorientés. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent dire, ils ne savent plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Ils écoutent bien sûr leur candidat, il s'est exprimé aux 20h de TF1, à la Villette dimanche, il s'est exprimé hier soir encore, mais il n'y a pas d'éléments de cadrage, pas d'éléments de langage. Les représentants du candidat que l'on a pu recevoir ces derniers jours en plateau, pour la plupart, n'avaient pas eu François Fillon en direct, y compris des élus dont on aurait pu attendre par leur stature qu'ils soient en lien direct, sans aucun filtre, et qu'ils sachent exactement quoi dire, quoi faire. Pour les conseillers en communication également qui travaillent avec les élus des Républicains, c'est un casse-tête tous ces derniers jours, car on l'a vu, il y a eu beaucoup de contradictions entre eux, également parce que François Fillon lui-même n'a pas clairement dit ce qu'il souhaitait faire relayer dans les médias. Donc Manon Laporte, est-ce que on vous a dit ce qu'il souhaitait faire relayer dans les médias? C'est la deuxième fois que vous venez en une semaine sur le plateau de LCI pour parler de cette affaire. On vous en remercie d'ailleurs. Mais est-ce que vous avez été conseillé? Ou, j'allais dire drivé, mais je vais dire conseillé. Jamais drivé ni conseillé. Mais c'est pas un problème, ça justement, que l'équipe du candidat ne vous donne pas ce qu'on appelle les éléments de langage, c'est-à-dire voilà, la défense, on l'axe là-dessus. La défense, elle est toute acquise. Moi, je suis avocate et je n'ai pas le dossier en main, donc je n'ai pas les documents qui prouvent sa culpabilité. Et pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, il y a une présomption d'innocence qui est accordée à chaque citoyen français, et je ne vois pas pourquoi François Fillon n'en bénéficierait pas. Après, d'un point de vue de communication politique ou même simplement de campagne électorale, la situation est compliquée pour les Républicains. Oui, enfin, ce qui me choque, c'est qu'il y a des chiffres qui sont lancés, 500 000 la semaine dernière, 900 000, 800 000. Bon, ce sont des éléments, je ne sais pas d'où ils sortent, ils sont imprécis, je ne sais pas à quoi ça correspond. Et je vous dis, moi, dans un dossier, quand un client vient me donner un dossier, je regarde les éléments à charge et les éléments à décharge. Et pour le moment, je trouve qu'il s'agit d'une instruction médiatique ou populaire, sans vous offenser, à charge uniquement. C'est le boulot des journalistes. Bien sûr, c'est le boulot des journalistes d'avertir. Au Canard d'être allé enquêter là-dessus. Non, mais ils enquêtent, mais après, il y a une séparation des pouvoirs, et donc le pouvoir
judiciaire donne des éléments, et ensuite il faut laisser la justice faire son job. Et vous avez l'impression que c'est pas le cas? J'ai pas l'impression que ça soit le cas. Pourquoi? Parce que ça va vite, on lâche des éléments, et j'ai l'impression que c'est plutôt une tentative de déstabilisation du Parti des Républicains qu'autre chose. C'est le feuilletonnage que vous dénoncez, en fait? C'est-à-dire que depuis, il n'y a pas un jour où il y a une nouvelle qui arrive. Je me dis qu'à un moment donné, faut que les choses s'arrêtent, soient vues par alors à ce moment-là, le parquet saisit un juge d'instruction, et puis on agit. Pour le coup, la justice s'est saisie assez rapidement. La justice est saisie, mais il y a une enquête préliminaire, il y a une perquisition. Voilà, il faut laisser faire les enquêteurs, il faut auditionner, perquisitionner, faire ce qu'on a à faire, saisir un juge d'instruction. Mais pour autant, un juge d'instruction n'a pas été saisi. Non, mais attendez. Écoutez, moi je vous dis, je suis avocat et voilà ce que j'observe. Le problème, si je peux me permettre, c'est que vous avez raison. Vous êtes sur une perspective purement judiciaire. Juridique. Je suis sur les éléments factuels. Mais il y a la politique autour, il y a une campagne présidentielle, il y a une faiblesse du candidat. À un moment donné, la politique et le médiatique ne doivent pas entraver l'action de la justice. Non, alors est-ce qu'elle entrave l'action de la justice? Elle n'entrave pas, mais elle accompagne, elle dirige les gens, elle dit bah oui, alors on lance des gros chiffres comme ça qui choquent les Français, alors que leur préoccupation première, c'est quand même le chomage, l'emploi, la croissance économique qu'il n'y a plus. Mais et on aveugle le programme, pardon, mais on aveugle les Français d'informations à charge. Or, c'est pas ça la justice. Alors, Denis de Montpion, vous pouvez répondre. Et en plus, on n'a pas les. Attendez, on va le laisser parler. Allez-y. Vous avez un candidat désigné par la primaire de droite, François Fillon, très bien, qui annonce un programme extrêmement dur et radical pour les Français, suppression de 500 000 fonctionnaires, fin de sécurité sociale, ou en tout cas, on arrange ça pour passer ça aux assureurs, etc. Bon, il est légitime. Enfin, c'est le travail de n'importe quel journaliste, et c'est pas du tout une question de justice. D'ailleurs, la justice s'en est saisie après coup, de essayer de voir qui sont ces candidats. François Fillon a été quand même Premier ministre pendant 5 ans. C'est la moindre des choses de savoir si ces actes sont conformes à son discours. Si je peux me permettre, je pense que ce que dénonce Manon Laporte, c'est d'une part le feuilletonnage et d'autre part le timing. C'est-à-dire que ça n'aura échappé à personne qu'on est début février, que c'est sorti fin janvier et que la présidentielle est au mois d'avril. Donc c'est sans doute ça où ça peut poser question éventuellement. Il y a eu des précédents. Il y a eu le cas de Jérôme Cahuzac, ministre du budget de François Hollande, qui avait été président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, qui avait eu diverses fonctions très importantes, qui a été ministre du budget, et c'est plusieurs mois après son entrée en fonction qu'il a explosé en vol. Pourquoi ? Parce que quand les journalistes font leur travail, ils tombent sur des informations et ils n'auraient aucune raison, parce qu'il y a une campagne présidentielle, parce que un tel est ministre ou... Pardon ? Allez-y, Manon Laporte. Pardon. Non, mais dans l'affaire Cahuzac, la fraude a été avérée. Le compte existait bien. Donc... Voilà, il a été condamné. Attendez, il y a une enquête là. Pour le moment, il est prématuré. Non, mais c'est pour ça que je vous dis. Il est prématuré de dire qu'il n'y a pas d'emploi fictif dans le cas de pénophilie. Voilà, un emploi fictif présumé. Encore faut-il qu'il y ait des documents qui le démontrent. D'accord, c'est quand même une absence au parquet, une absence de documents, c'est quand même au parquet. Il n'y a qu'une enquête qui peut le dire, et cette enquête est en cours. C'est au parquet d'apporter la preuve de la culpabilité ou de ces faits avérés, et c'est pas à l'inverse. C'est pas à François Fillon de prouver son innocence. C'est quand même c'est au ministère public d'apporter la charge de la preuve. Il y a deux calendriers qu'il ne faut pas confondre. Le calendrier dont vous parlez, c'est le calendrier purement de l'enquête. Mais il y a aussi un calendrier Prenons politique. le cas de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, vous vous rappelez, pendant la campagne des primaires, il a été abreuvé d'informations, etc. Moi, j'en entends plus parler de Nicolas Sarkozy. Une fois que c'est retombé, c'est terminé. Donc j'ai l'impression l'enjeu est plus le même, pour le coup. Oui, mais malheureusement, oui, mais si vous voulez, c'est un peu... on est tous en train de se demander qui sera le futur président de la République. Donc, je suis d'accord, mais je trouve que si vous voulez, cette rapidité des choses et cette accélération des choses fait que pourquoi on n'en a pas parlé quand il était Premier ministre ? Pourquoi il en a parlé avant ? Pourquoi ça se passe en ce moment ? C'est l'enquête peu importe, on est en train de tourner en rond. On est en train de tourner en rond là-dessus. Simplement pour revenir à cette réunion, Adrien, avec les parlementaires ce matin, alors je ne sais pas si on a le temps de l'écouter, on a une parlementaire qui était avec nous ce matin. Écoutez. On est très mal, je suis désolée de vous le dire, on est effectivement très mal. Moi j'ai un tas de SMS qui arrivent ou de mails de militants de base, pour le député de base que je suis, qui me disent mais qu'est-ce qu'on fait ?
Que voulez-vous que je réponde? Défendre à tout prix notre candidat? Certes, il faudra bien qu'on ait un candidat. Il s'appelle François Fillon, il a fait une très belle prestation dimanche, j'y étais. Pour autant, c'est pas comme ça qu'on va soulever ou va lever tout doute ou toute problématique, appelons ça comme ça. Voilà, c'est compliqué. Ça, c'est la première partie, c'est-à-dire qu'il y a eu un premier retour en circonscription des élus après la première vague du canard. Là, à la fin de la semaine, il va y avoir un deuxième retour en circonscription. Jusqu'à présent, les remontées du terrain sont toutes les mêmes quand on écoute les parlementaires. Ils ne comprennent pas cette affaire. Alors bien sûr, François Fillon peut à la fin être entièrement blanchi. Reste qu'aujourd'hui, il y a un soupçon pour un homme qui avait fait de l'honnêteté un argument majeur de sa campagne et qui, dans le programme, était précisément centré sur tout ce que cette affaire peut mettre en lumière aujourd'hui. Bon, on continue d'en discuter juste après l'essentiel de l'info. Restez avec nous, on sera notamment en direct avec Hervé Liffrand, qui est donc l'un des journalistes qui enquête sur cette affaire au Canard enchaîné. À tout de suite. Je parie bien sur le match de ce soir. C'est quoi la cote en cas de match nul? J'arrive pas à lire d'ici. 3,6. Ah ouais, tu vois super bien, loin. Ouais, je sais. Et en cas de victoire à domicile? C'est pas vrai, 4. 4? Mais c'est génial, je vais parier ça. 4, moi aussi je parie ça. Très très bonne vue, bien sûr. Pour simplifier vos paris en point de vente, téléchargez la nouvelle application Paris en Sport Point de Vente. Nouveau Ford Kuga, une autre façon de voir la vie. En ce moment, découvrez le nouveau Ford Kuga diesel TDCi avec régulateur de vitesse et jantalliage à 249 € par mois. Vous avez une passion. C'est là que vous puisez votre inspiration. Et elle transparaît, même quand vous vous y attendez le moins. Vous savez ce que vous voulez, et nous vous aidons à le réaliser. Ça en carte de visite standard à 12,99 € en indiquant le code promo TV500 sur vistaprint.fr. Quand je pense au prix que je paye pour mon forfait téléphonique, ça me met en colère. Ça me donnerait presque envie d'aller faire mes courses quand les gens sortent du travail. Hey, hey. Sinon, avec Free, le forfait 2 heures est à 0 €. Merci Free. L'essentiel de l'info sur LCI. Jusqu'où ira l'affaire Pénélope Fillon? Le dossier est désormais entre les mains de la justice, mais le Canard enchaîné révèle de nouveaux éléments. L'épouse du candidat n'aurait pas touché 500 000, mais plus de 800 000 € bruts en tant qu'assistante parlementaire de son mari, puis du suppléant de François Fillon. 2 enfants du couple auraient également occupé la fonction d'assistante parlementaire pendant leurs études. 84 000 € gagnés à eux deux en moins de 2 ans. Vous l'avez vu, une opération d'une extrême ampleur de calomnie très professionnelle. Jamais, à moins de 3 mois d'une élection présidentielle, une opération d'une telle ampleur et aussi professionnelle n'a été montée pour essayer d'éliminer un candidat autrement que par la voie démocratique. C'est un travail de journaliste et on a révélé un certain nombre de choses. Et alors, une calomnie, c'est quoi? C'est une calomnie, c'est un mensonge. Mais moi, j'attends qu'on me démontre que ce qu'on a dit est inexact. Au contraire, toutes les investigations complémentaires qui sont faites par nos confrères et apparemment, semble-t-il, par la police, confirment ce qu'on a dit. Donc tout va bien pour l'instant. Dans ce dossier, sur des soupçons d'emploi fictif, c'est une audition clé, celle de Marc Joulot, l'ancien suppléant de François Fillon à l'Assemblée. On attend ses explications sur le rôle de Pénélope Fillon qu'il a rémunéré en tant qu'assistante parlementaire. Qu'il y ait un malaise, qu'il y ait des interrogations, bien sûr. C'est comment pourrait-il en être? Mais est-ce qu'il faut laisser François Fillon affronter cette affaire? Mais il n'y a pas de plan B, Guillaume Durand. Il y a une enquête préliminaire. Celle-ci doit conclure très rapidement. François Fillon rencontrera les parlementaires, les Républicains. Et d'autres, des questions, ils seront posées. Quand on rencontre des parlementaires, il y a évidemment un débat, un échange. Autre affaire d'emploi fictif qui concerne un autre candidat à la présidentielle, Marine Le Pen. La présidente du FN avait jusqu'à minuit pour rembourser près de 300 000 € au Parlement européen.
Une somme qui correspond, selon Bruxelles, au salaire indûment versé à 2 assistants parlementaires qui travaillaient aussi pour son parti. Marine Le Pen refuse de payer. Tenue de compte, carte de paiement, retrait, les frais des services bancaires vont vous coûter plus cher en 2017, une hausse de 13% en moyenne. Aux États-Unis, sans surprise, Donald Trump a choisi de nommer un conservateur pur et dur à la Cour suprême, Neil Gorsuch, un magistrat anti-avortement et favorable à la peine de mort. Mamadou Sakho, mis à l'index à Liverpool, a été prêté au club anglais de Crystal Palace jusqu'à la fin de la saison. Le défenseur français de 26 ans espère ainsi rebondir. On continue notre discussion, notre débat sur cette affaire Fillon et nous sommes en direct avec Hervé Liffrand. Bonjour à vous, vous êtes journaliste au Canard enchaîné. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc vous travaillez avec d'autres sur ce dossier. François Fillon, on va en avoir toutes les semaines. On parlait tout à l'heure sur ce plateau du feuilletonnage. C'est pas bon. Là, c'est une enquête que nous avons menée avec Isabelle Barré et Christophe Nabili. C'est une enquête sur laquelle nous étions depuis déjà maintenant plus d'un mois. Et dès que nous avons eu nos informations, donc nous les avons publiées. C'est pas vous avez prononcé le mot de feuilletonnage. Non, nous avons des informations, nous les sortons. Si nous avons aucune information à sortir, on n'en sortira pas. On va pas inventer des choses. On se garde rien sous le coude. On travaille et dès qu'on a des informations, on les sort. Aujourd'hui, c'est François Fillon. Hier, ça a été d'autres hommes politiques. Demain, ça peut être d'autres hommes politiques encore ou femmes politiques. Ou ça peut être de nouveau François Fillon si nous avons de nouvelles informations sur lui. Hervé Liffrand, est-ce que je peux vous faire écouter un extrait de l'intervention de François Fillon hier soir? Il était en colloque. Je vous fais écouter un extrait et vous me direz ce que vous en pensez derrière. Il y a, comme vous l'avez vu, une opération d'une extrême ampleur de calomnie très professionnelle. Je me suis exprimé devant les juges hier, devant les policiers hier. J'étais d'ailleurs très soucieux d'être entendu très vite. Ils l'ont fait, je m'en félicite, je suis confiant, je suis serein, j'attends désormais la fin de cette enquête. Qu'à ma connaissance, dans l'histoire de la Ve République, cette situation ne s'est jamais produite. Jamais, à moins de 3 mois d'une élection présidentielle, une opération d'une telle ampleur et aussi professionnelle n'a été montée pour essayer d'éliminer un candidat autrement que par la voie démocratique. Vous avez entendu Hervé Liffrand 2 fois, il emploie ce mot d'opération professionnelle. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Oui, et d'abord il dit qu'il est serein. La dernière fois que j'ai entendu un homme politique empêtré comme ça dans des affaires dire qu'il était serein, c'était Jean Tibéry, l'ancien maire de Paris. On sait comment ça s'est fini. Maintenant, la plus grosse affaire, il parle de il crie au complot qui aurait été monté, le plus gros complot de la Ve République, et pourquoi pas de l'histoire de France pendant qu'on y est. Tout ça est absolument ridicule et totalement baroque. Comment dirais-je, nous avons à chaque élection ce qu'il dit en creux, est-ce que vous m'entendez? Voilà, ce qu'il dit en creux, oui. Simplement, c'est que il dit vous êtes télécommandé, en fait téléguidé, puisqu'une opération professionnelle, je ne vais pas vous demander de livrer vos sources évidemment, mais une opération professionnelle, en fait, il accuse le Canard d'être téléguidé par des officines. Mais on est téléguidé par personne. Je veux dire, tout journaliste digne de son métier s'intéresse non seulement bien sûr à l'actualité et donc aux gens qui font l'actualité. Aujourd'hui, vous avez un homme politique qui s'appelle François Fillon qui est candidat. Il n'est pas le seul. Et donc on s'intéresse à lui. On travaille sur qu'est-ce qu'il a fait. Comme il nous dit depuis des mois que il n'y a pas plus transparent que lui, que c'est le symbole même de l'honnêteté, de la rigueur, etc. On est allé voir et on a vu que c'était pas aussi reluisant qu'il le prétendait. Mais vous savez, on a déjà travaillé sur François Fillon au moment où il était Premier ministre. On avait aussi travaillé. Si on avait trouvé cette histoire de François Fillon embauchant sa femme et ses enfants, on l'aurait sorti à l'époque. Là, on l'a trouvé cette fois-ci, donc on le sort.
Est-ce que je peux vous poser une question Et sur... on a aussi travaillé sur d'autres hommes politiques. Une question qui revient souvent d'ailleurs sur la responsabilité journalistique, mais nous sommes à moins de 3 mois de la campagne présidentielle. Évidemment, cela met la droite dans l'embarras, puisque le candidat de la droite, on se demande s'il va pouvoir être maintenu, sans prendre du tout la défense de François Fillon. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine responsabilité à se dire, à 3 mois de la présidentielle, ça rebat quand même sacrément les cartes, on ne sait pas du tout où on va aller, et de ce point de vue-là, on peut imaginer quand même une certaine responsabilité. Oui, mais alors, il n'est jamais temps. Il n'est jamais temps de sortir aucune affaire, et la presse doit rester muselée, parce qu'il y a toujours une élection. Quand c'est pas les présidentielles, c'est les municipales, c'est les législatives, c'est les sénatoriales, ce sont les européennes. Il y a toujours une élection, il y a toujours quelque chose, donc il ne faudrait pas il faudrait laisser les hommes politiques dire qu'ils sont honnêtes, purs, intègres, etc., et ne jamais aller voir ce qu'il y a sous le tapis. Écoutez, je pense quand même que c'est un élément intéressant et important pour les électeurs, pour la démocratie, de savoir ce qu'il y a effectivement sous le tapis des candidats. C'est quand même intéressant. Bon, merci beaucoup. Merci Hervé Liffrand d'avoir été avec nous en direct donc pour cette émission pour LCI-vous. Denis de Montpion, sur la suite. Alors évidemment, c'est compliqué de savoir d'un point de vue juridique ce qui va se passer, puisqu'on le disait tout à l'heure, le temps juridique et le temps politique ne sont pas les mêmes. Du coup, on se pose la question quand même d'un éventuel plan B, comme on le dit depuis hier. Est-ce qu'on sait déjà ce que prévoient les statuts? Parce que pour le moment, la liste des candidats à la présidentielle, elle n'est pas encore verrouillée. C'est au mois de mars, c'est ça? Oui, absolument. Mais là, plan B, c'est au parti les Républicains qui ont décidé. Mais ça veut dire avec quoi? Une primaire? Ils font ce qu'ils veulent? De toute façon, une primaire, c'est très difficile de rejouer une primaire à 2 mois et demi du scrutin. Alors, puisque la primaire aussi, c'est un phénomène nouveau. C'est la première fois que la droite se confrontait à ce système. Avec succès d'ailleurs. Avec grand succès. Et à la fois très relatif, puisque on a bien vu que d'ailleurs, que ce soit à droite ou à gauche, c'est vraiment, j'allais dire, presque des lobbies qui ont pousser les candidats, que ce soit Benoît Hamon au Parti Socialiste ou François Fillon, très agissants et très actifs qui ont fait la différence. C'est un autre dossier là pour le coup. Mais en attendant, logiquement, ce serait évidemment s'il devait s'effacer à Alain Juppé qui était... le finaliste, quoi, finalement. Il l'a dit, Adrien, il l'a dit très vite, il n'en est pas question. Il a été très prudent. Il a dit à l'instant T. À l'instant T, oui, c'est vrai. Oui. Faut toujours. Effectivement, cet instant peut évoluer, se modifier. C'est d'ailleurs à cette formule-là que s'accrochent ceux qui souhaitent encore le voir revenir. Mais Alain Juppé, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il a été extrêmement blessé par les attaques qu'il a subies dans la campagne de la primaire et par sa défaite face à François Fillon. Il y a une double blessure. Il faudra vraiment aller le chercher puissamment pour le faire revenir. Parce qu'il a largement été battu, en fait, c'est ça? Très largement face à François Fillon, ce qui était une surprise. Ce qui était une surprise pour lui aussi, puisqu'il se voyait déjà candidat à la présidence de la République. Donc c'est pas là de la politique totalement fiction, mais on en est encore très loin, parce qu'il faudrait vraiment un appel très puissant de sa famille politique pour le faire revenir. Et puis c'est à une seule condition, c'est que François Fillon ait de lui-même renoncé à sa candidature. Car Alain Juppé, il ne veut pas apparaître comme le traître ou le piquant qui arrive et qui déstabilise. Mais François Fillon, il l'a dit la semaine dernière sur TF1, je partirai si je suis mis en examen. Mais il y a un moment, on en parlait hier avec Soisy Kemener sur ce plateau, où on sait que le temps judiciaire prend un petit peu de temps. Est-ce qu'il va vraiment pouvoir attendre une éventuelle mise en examen ou un éventuel blanchiment dans cette affaire? On voit que ça va quand même je veux dire. Très vite pour ce qui est de l'enquête préliminaire. Les auditions se mènent quand même à un rythme quotidien. C'est pas anodin du tout. C'est pas une affaire qui est d'une complexité incroyable en réalité. On n'est pas là face à un réseau qu'il faudrait entièrement démanteler, inspecter. Finalement, l'affaire elle est assez simple. Elle peut aller assez vite. Et après, il y a une pratique, on va dire, dans l'ordre judiciaire qui fait que 2 mois avant les élections, il est quand même extrêmement rare que des procédures de ce genre soient poursuivies. Donc les magistrats enquêteurs, s'ils sont désignés, ou les enquêteurs dans le cadre de l'enquête préliminaire aujourd'hui, ont bien en tête également cette contrainte de temps-là. Leur objectif, c'est aussi pour eux de boucler l'affaire soit très rapidement, soit de l'évacuer. Ouais. Manon Laporte, d'un point de vue juridique, puisque vous êtes avocate, on peut imaginer que ce soit soldé dans les jours, les semaines à venir? Écoutez,
C'est vrai que le temps judiciaire n'est pas le temps politique, mais effectivement, ça peut être fait très rapidement, puisqu'on a vu la vitesse à laquelle l'enquête a été menée. Donc, je pense qu'effectivement, ça peut être mené rapidement. Vous n'êtes pas d'accord, Denis? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une enquête préliminaire. Une enquête préliminaire, qu'est-ce que c'est? C'est une enquête de police conduite par le parquet. D'accord? Là, c'est le parquet national financier, donc qui gère, qui diligente des perquisitions, auditions, etc. Tout ça opéré par les policiers. Mais le parquet financier, ni les policiers, ne peuvent mettre en examen François Fillon. Pourquoi? Parce que la mise en examen, c'est du ressort du juge d'instruction. Donc, il faut déjà que l'enquête préliminaire aille à son terme. Alors, ça peut aller vite. Mais on peut ne jamais avoir de mise en examen. On peut ne jamais avoir de mise en examen. Donc, il peut y avoir, à l'issue de cette enquête préliminaire, si François Fillon apporte tout, atteste de l'activité il peut y avoir un classement sans suite ou un renvoi devant le tribunal, direct. Voilà. Ce qui équivaudrait quasiment à une mise en examen. Évidemment. S'il était dans un mois renvoyé devant le tribunal pour répondre du million d'euros d'argent public qui a été quand même distribué à la famille, ça ferait... Bon, à quel moment on dégaine? Alors Manon Laporte, je vais m'adresser à la politique maintenant. À quel moment on dégaine? Parce qu'on ne va pas se voiler la face, le plan B, il est dans toutes les têtes. À quel moment on décide de dégainer ce plan B? C'est-à-dire à quel moment ça devient intenable? La validation des candidatures pour la présidentielle, je parle sous votre contrôle, c'est 17 mars. Exactement, 17 mars, c'est la date maximum de dépôt. Voilà. Et le 20-21 mars, le Conseil constitutionnel publie une liste validée après vérification des parrainages. Donc à quel moment on dégaine? Écoutez, pour l'instant, il y a 4 millions d'électeurs qui ont choisi François Fillon. C'est à lui de décider s'il veut poursuivre la campagne électorale ou pas. Je ne peux pas décider à sa place. Vous avez entendu et vous avez vu sans doute dans la presse ces noms qui tournent. On parle beaucoup, on va y revenir, de François Baroin, de Xavier Bertrand, Alain Juppé, vous l'avez évoqué. On a entendu parler de Valérie Pécresse aussi, comme vous travaillez avec elle. Je peux vous demander ce une bonne nouvelle, ce qu'elle en pense. Moi, je soutiens Valérie Pécresse, donc c'est pas un scoop. Meilleure nouvelle que de garder François Fillon? Non, il n'y a aucune meilleure nouvelle. Moi, je soutiens le candidat que les Français ont désigné, jusqu'au bout. Mais vous avez entendu parler de Valérie Pécresse dans le... Non, pas particulièrement. Votre entourage, au travail, vous l'avez croisée? Non, pas particulièrement. Pour l'instant, elle est présidente de la région. Elle s'est engagée, elle se consacre uniquement à la région. Elle a d'ailleurs démissionné de son mandat de députée, donc elle s'y consacrera jusqu'au bout. Et elle pourrait être un recours, le cas échéant. Je ne peux pas vous dire ce que je ne sais pas. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Adrien, de ces noms qui tournent? On voit une chose dans les noms qui tournent, c'est qu'il y aurait éventuellement un petit rajeunissement. On parle de la génération d'après. Baroin, Bertrand, Pécresse, c'est vrai que... Ouais. C'est pas le même cas que de faire appel à Alain Juppé, qui lui a perdu, qui s'est retiré. On dit Alain Juppé, pourquoi? Parce qu'il garde cette image d'homme de rassemblement, d'apaisement, une candidature qui peut plaire au centre, qui peut concurrencer Macron, mais c'est quand même extrêmement compliqué parce qu'il a perdu une primaire. Là, il faudrait aussi se projeter vers la suite. Si on arrive à l'hypothèse où François Fillon est dans l'impossibilité de se présenter, s'il renonce de lui-même, il faudra aussi que les Républicains soient en mesure de contourner leur propre primaire, d'expliquer pourquoi et d'envoyer un signal, de faire une rupture. D'expliquer pourquoi ce ne sera pas très compliqué, a priori. Alors pourquoi est-ce qu'on contourne les statuts? Pas forcément, parce que techniquement, le parti est censé désigner son candidat via une primaire. La personne ne croit qu'on va pouvoir réorganiser là, maintenant, une primaire dans le temps imparti. Donc ça voudrait dire qu'un candidat serait désigné par les instances internes, par une décision qui serait certes collégiale, collective, mais qui ne serait pas conforme à ce qui devait se faire initialement. De toute façon, la situation n'est plus conforme à ce qui devait se faire initialement. Donc on aura, quoi qu'il en soit, une issue avec ou sans François Fillon qui aura quelque chose d'étonnant. Denis de Montpion, sur le nom de Nicolas Sarkozy qui a commencé à tourner, ça vous semble réaliste ou pas? Tout est possible. Vous savez, dans cette... campagne qui n'est pas encore officielle, puisque on a eu beaucoup de surprises. D'abord, tout le monde avait spéculé sur François Hollande, son représentant ou pas. Il a finalement jeté l'éponge. On avait dit. Pardon? On avait dit Hollande-Sarkozy. Voilà, bon, donc on en est loin. Ensuite, Nicolas Sarkozy a été éliminé au premier tour de la primaire, mais... étant donné le contexte actuel, vraiment, tout est possible. Et puis, souvenez-vous, après la primaire de la droite, quand François Fillon a été désigné avec, en effet, un fort soutien des 4,5 millions presque de votants, déjà tout le monde et lui-même se voyait à l'Élysée, quoi. Bon, vous voyez, c'était il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines. Et aujourd'hui, nouveau cas de figure.
Alors, ce serait très imprudent de dire qu'il sortira du chapeau à l'heure actuelle, quoi. En tout cas, il est certain que même si Marine Le Pen est empêtrée, elle aussi, dans ces histoires d'emplois fictifs présumés à Bruxelles, d'ailleurs, ce n'est pas des emplois fictifs présumés, c'est qu'en réalité, elle aurait eu 2 attachés parlementaires qui auraient travaillé plus pour le parti que pour le remboursement. Voilà, et c'est pour ça que Bruxelles lui demande 300 000 € de remboursement. Donc c'est un cas de figure un peu différent. Mais vous voyez, tout ça reste très très ouvert, quoi. Est-ce qu'on peut faire un point justement sur le travail d'attachés parlementaires? Parce qu'on parle beaucoup des attachés parlementaires depuis une semaine, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils font. C'est quoi leur job exactement? Alors écoutez, moi ceux que je connais en tout cas, ce sont, j'allais dire, c'est pas seulement les petites mains, parce que souvent ils écrivent les discours, c'est vraiment, j'allais dire, souvent le cerveau des hommes politiques, quoi, qui trouvent les bons mots, écrivent les discours en général. Les amendements aussi. Beaucoup. Les amendements. Il y a un travail parlementaire. Ils préparent tout ce travail. Et d'ailleurs, dans le cas de François Fillon, il y a une chose qui est quand même totalement paradoxale, puisque il a donc employé ses 2 enfants quand il était sénateur. Or, il n'a pas produit un seul texte, ni un seul rapport pendant qu'il était... alors voilà. Mais ils ne font pas qu'écrire des textes. Non, il y a aussi les gestions quotidiennes. Il y a aussi effectivement, en temps normal, recevoir en circonscription, dans une permanence, les doléances des électeurs. Mais là, effectivement, ce n'était pas le cas pour François Fillon, puisqu'il se trouve qu'il n'avait pas de permanence électorale. On n'a pas vu Pénélope, derrière un bureau, recevoir les doléances des habitants. Donc c'est tout cela aussi qui jette une interrogation. À propos de cette permanence, j'ajouterais que son avocat, Antonin Lévy, hier, lui a un peu mis la tête sous l'eau, puisque quand on lui a demandé, on lui a posé la question de savoir qu'en était-il de cette permanence, il a dit c'était à domicile. Oui. Donc, elle travaillait chez elle. Voilà. Manon Laporte. Non, mais il suffit pas, il n'y a pas que les écrits. Vous avez aussi tout ce qui est lecture du courrier, téléphone, des choses impalpables qui se font dans des rendez-vous. Voilà, aller voir les gens, voir ce qui se passe. Alors, alors est-ce que ça doit être traçable? On est allé voir, un assistant parlementaire justement qui est syndicaliste et qui est de droite. On lui a posé la question. Les salariés sont des salariés de droit privé, donc ils sont régis par le Code du travail, avec effectivement un contrat de travail qui est soit enregistré par les services financiers de l'Assemblée nationale, soit géré directement par le député. Il y a 2 modes de gestion. Voilà. S'il travaille à l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon, à Paris, eh bien effectivement, il a besoin d'avoir un badge pour accéder. Quand il travaille en circonscription, il n'a pas besoin de badge parce que l'accès à sa permanence ne se fait pas avec une carte badgée, il se fait avec une clé. Et nos contacts se font effectivement par mail, mais sur la boîte du député, la boîte de l'Assemblée nationale. Il y a très peu de collaborateurs parlementaires qui ont une boîte individuelle à leur nom. Moi, je travaille depuis 5 ans et j'utilise la boîte du député et je communique avec mes collègues sur la boîte du député. Donc c'est facile de retrouver sur la boîte du député des échanges de mails. Oui, mais ça veut dire qu'on utilise la boîte mail pour échanger avec différentes personnes. Donc c'est la boîte mail de François Fillon, a priori. Ça veut dire que... Genre, c'est pas nécessairement pas le mal. Je veux dire, elle a pu rencontrer des tas de gens, organiser des meetings, organiser des réunions, et tout ça, ça ne se voit pas nécessairement. Adrien ? Je pense qu'en fait, au-delà de la question de l'emploi est-il fictif ou pas, il y a une chose qui va coller à la peau de François Fillon, ce sont les sommes. Les tarifs. Alors, il va falloir qu'elles soient confirmées, là encore, on peut dire que c'est établi, mais ce qu'on a vu comme révélation dans le Canard enchaîné, ce ne sont pas des sommes qui sont impossibles, absurdes, parce que vous savez, il y a un plafond malgré tout. La question, c'est après comment est-ce qu'on le répartit entre différents collaborateurs. En fait, il y a une enveloppe, c'est ça, 9 000 €. Une enveloppe, exactement, qui doit être répartie ensuite entre plusieurs collaborateurs, et puis depuis une modification législative en 2013, c'est plus possible de payer un collaborateur au-delà de 50% de cette enveloppe. Cela dit, reste que les montants sont importants, et que lorsqu'on a travaillé comme Pénélope Fillon potentiellement de nombreuses années aux côtés d'un élu, cumulé, ça représente quelque chose de très conséquent. Ça posera un problème politique. On est encore dans la politique, j'y reviens, lorsqu'on est un candidat qui lui demande des efforts à certaines catégories très précises de la population, qui pour certaines auraient pu être des catégories qui auraient voté pour lui. Là apparaît un écart. Alors après, c'est à chacun d'apprécier. On peut parler de l'intérêt du pays, mais il y a une situation personnelle. Les électeurs vont mettre les 2 choses en regard et ça peut lui faire perdre des voix, quoi qu'il en soit,
Que l'emploi a été fictif ou pas, il a eu, à titre personnel, potentiellement, une pratique qui n'est pas dans la ligne de ce qu'il défend pour le pays. Ça peut l'handicaper quand bien même il serait élu à l'Élysée, Denis Montpion, même vis-à-vis de l'étranger, par exemple. Parce qu'on a vu, la presse étrangère n'est pas tendre avec François Fillon. Incontestablement, parce que imaginez qu'il veuille réformer la sécurité sociale, qu'il veuille... les gens vont descendre dans la rue. Là. Ça va être le sparadrap du capitaine Haddock, quoi. Il va traîner ça, mais vraiment, vous savez, c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock. Supposé qu'il soit élu, pendant 5 ans, il traînerait ça à la moindre décision de rigueur, d'austérité qu'il pourrait préconiser. Qu'est-ce qu'il peut faire, du coup, pour essayer d'éteindre le feu? Parce qu'on a vu, cette réunion là, qui a lieu à son QG, Adrien, c'est une réunion qui est faite pour rassurer les parlementaires. Mais c'est aussi une réunion, nous dit-on, alors vous allez me dire si vous avez cette info-là ou pas, mais une réunion qui est faite pour changer un peu de stratégie et répondre coup pour coup et ne plus être absent des médias et être là à chaque fois pour sortir un nouvel argument. Mais ça, c'est une très forte demande des élus, eux-mêmes, les Républicains, qui, en fait, pour certains, en ont marre de se faire taper dessus tous les jours. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que là, ce feuilletonnage, le fait qu'il y ait toutes ces affaires qui sortent les unes après les autres, sans qu'aucune ne soit confirmée, n'ait fait l'objet d'une décision de justice, d'un classement, ça crée effectivement un trouble incroyable autour de la campagne. Et il y a cette volonté d'en découdre, ce qu'on peut comprendre, parce que là, il y a un jeu, une envie de riposter. Mais jusqu'ici, la riposte, elle n'a pas eu lieu, parce que François Fillon, il s'est retranché derrière un seul argument, l'honnêteté, et il s'est victimisé en expliquant qu'on essayait de l'atteindre. Mais ça ne suffit pas à éteindre. Et on a vu depuis une semaine, c'est l'échec de la stratégie de communication de François Fillon qui n'a pas porté ses fruits et qui n'a pas désamorcé la moindre polémique, alors même que l'opposition en face, la majorité actuelle à gauche, est restée extrêmement modérée sur les attaques qui pouvaient être portées. Vous avez des retours d'ailleurs sur vos interventions médiatiques ou pas, Manon Laporte, depuis une semaine? Non. Aucune intervention. Non, parce que je suis sur le plan juridique uniquement. Et quand vous parliez de chiffres jetés comme ça, on n'a encore pas ce sont des chiffres présumés. Bien sûr, donc, bien sûr. Et elle aurait perçu, et le conditionnel est quand même très important. Après, elle peut avoir perçu ces sommes légalement et en ayant effectué un travail, même si elles sont confirmées. Le fait est qu'à un moment, il faudra avoir ce débat sur ces sommes jette-t-elle ou pas pour le politique. Ce sont des éléments présumés. Et je n'ai vu aucun document ayant une valeur probante importante, qui disent, elle aurait perçu ces sommes. Mais est-ce que vous dites que si elle a effectivement perçu ces sommes, ça change quelque chose sur le plan politique ou pas? Parce qu'on aura cette question également. Il y a les sommes, et deux, peut-être que peut-être, je ne sais pas, ces sommes présumées, elles ont peut-être été tout à fait elles sont légalement justifiées. Si on déclare parfaitement l'impôt sur le revenu, etc. Oui, mais on peut comprendre. Ça jette un trou jeter un trou politique. Voilà, ça jette un trou politique. Il y a quand même il va falloir qu'on s'interrompe. Une défense qu'il aurait pu faire valoir si visiblement tout était blanc comme neige, c'est simplement de porter plainte pour diffamation, puisque c'est une accusation grave. D'ailleurs. Il l'a dit la semaine dernière, on va voir comment ça évolue. Je suis désolée, c'est la fin de cette heure de discussion. Merci beaucoup en tout cas. C'était pas facile de venir sur le plateau, Manon Laporte, mais c'est bien de l'avoir fait. Merci beaucoup. Dans quelques secondes, un nouveau journal. Restez avec nous.